Ils pensaient qu'embaucher un vagabond désespéré pour jouer le rôle de mari serait leur perte ultime. Ils ne réalisaient pas qu'ils invitaient un expert comptable judiciaire de premier plan au milieu d'eux, un homme qui savait exactement comment les enterrer dans la paperasse même qu'ils utilisaient comme arme. Permettez-moi de planter le décor. Il y a 6 mois, ma vie était un empire méticuleusement organisé. J'étais le directeur financier et auditeur judiciaire en chef d'une grande entreprise de logistique multinationale. Je ne faisais pas que gérer l'argent. Je le traçais, le protégeais et démasquais ceux qui essayaient de le voler. Mais ma poursuite implacable d'un énorme système de détournement de fonds internes a fait de moi une cible. Mon propre associé, un homme en qui j'avais confiance depuis une décennie, m'a tendu un piège. Il a planté de faux livres de comptes dans mon bureau, a averti le conseil d'administration et a divulgué l'histoire à la presse. En l'espace d'une seule semaine, brutale, j'ai perdu ma réputation. Mes économies ont été gelées par les tribunaux et ma fiancée m'a quitté, incapable de supporter le cirque médiatique. J'ai fait mes bagages et conduit jusqu'à ce que la ligne d'horizon de la ville disparaisse dans mon rétroviseur, finissant dans une petite ville rurale oubliée et poussiéreuse à la limite de l'État. J'avais besoin de travail. J'avais besoin de me faire discret jusqu'à ce que la tempête légale se calme. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant la grille en fer rouillé du domaine Miller, demandant à une belle agricultrice stressée nommée Clara un travail pour réparer ses clôtures effondrées. Clara m'a regardé depuis le porche. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, ses mains calleuses et tremblantes. Elle ne m'a pas offert un salaire. Au lieu de cela, elle est descendue, a essuyé ses yeux et a chuchoté. « Je n'ai pas besoin d'un ouvrier agricole, j'ai besoin d'un mari pour sauver mon héritage. » Elle a expliqué la situation avec une dignité calme et désespérée. Le testament de son grand-père était inébranlable mais archaïque. Le vaste domaine de 200 hectares de Miller passerait à Clara seulement si elle était légalement mariée avant son 30e anniversaire. Sinon, l'ensemble de la propriété, y compris la maison où elle a grandi, irait à son oncle, Silas. Son anniversaire était dans exactement 3 semaines. Silas, un promoteur immobilier local cupide et corrompu avec des liens profonds avec le juge du comté, essayait de la forcer à lui vendre le terrain pour des miettes. Il avait déjà coupé ses lignes de crédit, essayait activement de la mettre en faillite. Je n'ai pas hésité. J'étais un homme qui n'avait rien à perdre, un esprit brillant pour les chiffres et une haine profonde pour les gens qui utilisaient la loi pour intimider les vulnérables. « Je serai ton mari », ai-je dit, ma voix stable. Mais nous faisons ça à ma façon. Pas de questions sur mon passé, et tu me laisses gérer les finances. Nous avons eu un mariage discret et sans cérémonie au tribunal le lendemain matin. Silas était furieux. Il s'est présenté à la ferme cet après-midi-là, ses chaussures en cuir coûteuses craquant sur l'allée de gravier. Il a ricané devant mes bottes usées et ma veste bon marché, regardant Clara avec un mépris non dissimulé. « Tu crois que tu peux sauver cette ferme ?» Le citadin, Harry Silas, un son dur et grinçant. « Tu n'es qu'un obstacle temporaire. Je vais vous enterrer tous les deux sous les frais de justice. La terre est à moi, et j'obtiens toujours ce qui est à moi. » Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas jeté du porche. Je l'ai simplement regardé avec une indifférence calme et clinique. « Tu es le bienvenu pour essayer. Silas, ai-je dit tranquillement, mais tu trouveras que le domaine Miller est beaucoup plus compliqué que tu ne le penses. » Au cours des 2 semaines suivantes, Silas a mené une guerre d'usure implacable. Il a déposé des injonctions frivoles, a essayé de couper notre approvisionnement en non contestant les droits du puits et a même fait passer accidentellement ses hommes sur notre portail principal. Je ne me suis pas battu avec lui dans la boue. Je ne me suis pas mis en colère. Je suis allé au bureau du greffier du comté. J'ai extrait les dossiers publics de la propre société de développement de Silas. J'ai passé mes nuits à la table de la cuisine avec les vieux livres de comptes poussiéreux du grand-père de Clara, en les recoupant avec les documents de la fiducie familiale et les dépôts publics de l'entreprise de Silas. Je n'étais pas juste un ouvrier agricole. J'étais un expert comptable judiciaire. Et en creusant plus profondément, j'ai trouvé la fuite. Silas n'avait pas seulement essayé de voler la terre. Il utilisait la fiducie familiale Miller comme un fonds personnel depuis des années, détournant de l'argent pour couvrir ses propres entreprises immobilières défaillantes. Le point de rupture est arrivé le matin du 30e anniversaire de Clara. L'avocat de la famille, un homme suffisant clairement sur la liste de paix de Silas, est arrivé à la maison avec une pile de papiers de saisie. Silas se tenait derrière lui, ricanant, vibrant presque d'anticipation de sa victoire. « Clara » a dit l'avocat avec douceur, ajustant sa cravate en soie. « Compte tenu des antécédents financiers très douteux de votre mari et des dettes en cours et maintenant exigibles sur cette propriété, Silas a gracieusement proposé d'assumer l'hypothèque. C'est le seul moyen d'éviter que vous ne vous retrouviez tous les deux à la rue. » Clara m'a regardé, terrifiée, ses mains agrippant le bord de la table.
Au lieu de paniquer, je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine. J'ai pris un épais dossier relié que j'avais préparé ce matin-là. Le résultat de 2 semaines d'investigation relentless et silencieuse. En fait, David, ai-je dit en m'adressant à l'avocat, il n'y aura pas de saisie. Et il n'y aura pas de vente. J'ai fait glisser le dossier sur la table. Ce sont les états financiers audités de la fiducie familiale Miller pour les 10 dernières années. Comme vous pouvez le voir à la page 14, Silas a détourné des fonds de la fiducie pour payer les créanciers de sa propre entreprise. C'est une violation classique de l'obligation fiduciaire, s'élevant à plus de 2 millions de dollars de détournement de fonds. J'ai déjà envoyé une copie certifiée au procureur général de l'État et au FBI. Le rictus de Silas a disparu instantanément. Son visage est devenu pâle, la couleur drainant de ses joues. L'avocat a feuilleté frénétiquement les pages, ses mains tremblantes alors qu'il lisait les preuves indéniables et mathématiquement prouvées. De plus, ai-je continué d'une voix parfaitement calme, j'ai utilisé le dernier de mon capital personnel pour acheter la dette en souffrance sur cette propriété à la Banque régionale hier. Je suis maintenant le seul créancier hypothécaire. Silas, tu ne possèdes pas mon hypothèque. Je possède la tienne. Ma banque appelle les prêts commerciaux de ton entreprise à midi aujourd'hui. Sans sa liquidité, et face à une inculpation fédérale imminente, la société de développement de Silas était instantanément insolvable. L'avocat a regardé Silas, puis moi, et a tranquillement rangé sa mallette. Il n'allait pas défendre un fraudeur. Silas s'était lancé, le visage rouge de rage, ses mains serrées en poing. « Tu m'as tendu un piège. Tu n'es qu'un vagabond. Je vais te tuer. » J'ai fait un pas en arrière, gardant ma voix calme et stable, mes yeux verrouillés sur les siens. Je suis l'homme qui lit les petites lignes. Silas, tu as essayé de voler un héritage que tu n'as pas construit. J'ai juste équilibré les livres. La police est arrivée 10 minutes plus tard, non pas pour violation de domicile, mais pour signifier à Silas une assignation à comparaître fédérale pour fraude financière. Il a été emmené menotté, criant des menaces que personne n'écoutait, son empire s'effondrant autour de lui. Une semaine plus tard, Clara et moi étions assis sur le porche, regardant le coucher de soleil sur les champs que nous possédions désormais en toute propriété, libre et clair. Elle m'a regardé, un sourire sincère et radieux sur le visage. « Tu n'as pas juste sauvé ma ferme », a-t-elle dit doucement, penchant sa tête contre mon épaule. « Tu m'as sauvé. » J'ai regardé la femme qui m'avait donné un foyer quand je n'avais rien. Je ne ressentais plus la colère de ma vie passée. Je ressentais juste la paix. « Je ne t'ai pas sauvé, Clara », ai-je dit en prenant sa main. J'ai juste investi dans la bonne partenaire. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à donner des coups de poing. Parfois, il s'agit simplement de lire tranquillement le grand livre, d'acheter la dette et de laisser la loi faire le gros du travail.